messieurs, bonjour. Il est midi à Dakar et partout au Sénégal, 12h GMT. Bienvenue dans le grand journal de la RFM. Au sommaire du journal, l'agression mortelle d'une femme qui se rendait à son travail. Le meurtre a eu lieu ce matin à Diamaguène, Sicap Mbao. Sévère mise en garde du khalife général des Mourides contre la veuve de Cheikh Béthio Thioune. Au lendemain de la sortie de Serigne Mountakha Mbacké, vous entendrez les réactions rares et prudentes dans le fief de Sokhna Aïda Diallo, Ngabou. À la découverte du BRT, bus rapide transit, à 5 jours du lancement officiel des travaux, nous vous proposons dans ce journal une visite guidée dans ce projet qui va traverser 14 communes entre Dakar et Guédiawaye. Sommet Russie-Afrique aujourd'hui et demain à Sotchi. Enjeu de cette rencontre inédite entre le continent et Moscou, c'est le dossier de ce journal. Les titres de l'actualité internationale, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Accusé de tentative de coup d'État en Guinée-Bissau, l'ancien Premier ministre réagit. Omaro Sissoko Embalo s'inscrit en faux contre les allégations de son successeur au Cameroun pour 2 jours. Le chef de la diplomatie française entre Yaoundé et Paris, ce sont les grandes retrouvailles depuis la libération de l'opposant Maurice Kamto. À tout à l'heure pour le développement. Le menu du journal des sports que vous nous présenterez dans quelques minutes. Cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Souleymane et bonjour à tous. Génération Foot Zamalek d'Égypte s'est démis au Caire. GF ne veut rien d'autre qu'intégrer plutôt la phase de groupe de la Ligue africaine des clubs champions. Vous les entendrez dans ce journal. Nous allons aussi nous intéresser à la Ligue des champions avec les rencontres prévues ce soir, notamment Liverpool de Sadio Mané et Napoli de Kalidou Koulibaly qui vont livrer leur match. Et puis en fin de journal des sports, nous allons aussi parler de beach soccer avec l'entame des quarts de finale du championnat national. Ce sera ce soir. Rendez-vous dans le journal des sports pour le détail de toutes ces informations. Et puis à la fin de cette édition, aux alentours de 12h35, point de vue avec nos 2 experts sur la crise des mandats présidentiels en Afrique et bien sûr au Sénégal. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Une femme qui se rendait à son travail a été tuée très tôt ce matin dans la commune de Diamaguène, Sicap Mbao. Une agression qui s'est soldée par la mort tragique de Yacine Sène. La victime était âgée d'une 30aine d'années. Les populations de Diamaguène, Sicap Mbao demandent le renforcement de la sécurité dans cette localité de la banlieue dakaroise. Elles annoncent par ailleurs une plainte contre X. Écoutons le témoignage d'Abdou Samad Diouf au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Il y a une fille qui s'appelle Yacine Sané. Elle a été agressée ce matin vers 6 h du matin au niveau de la commune de Diamaguène Sicap Mbao dans le quartier de Taïf. Il y a un pont qui traverse l'autoroute à péage, le pont de Taïf, entre le Sicap Mbao et Talimam Diara. Donc vraiment, finalement, elle a perdu la vie. Actuellement, le corps est à l'hôpital CTO. Vraiment, la situation est très difficile dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao. Parce que chaque fois, on nous annonce des agressions comme ça. Donc vraiment, les populations ne parviennent à dormir tranquillement. Ce que nous demandons vraiment à l'État et aux autorités de nous aider vraiment à avoir un commissariat au niveau de la commune de Diamaguène Sicap Mbao. Parce que c'est très difficile, vraiment, quand tu pars au niveau de ton travail, donc tu risques d'avoir des problèmes, des agressions vraiment assez graves. C'est ça la situation. Les agresseurs sont évaporés dans la nature, sont tous évaporés dans la nature. Maintenant, nous allons porter plainte contre X et peut-être la police va ouvrir une enquête pour chercher les agresseurs. RFM, la radio de toute l'actualité. Dans l'actualité sociale, au CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les soutenances des mémoires n'ont pu se tenir aujourd'hui parce que les étudiants, en tout cas pour les étudiants de la 44e promotion du Centre d'études des sciences et techniques de l'information, à l'origine un mouvement d'humeur des enseignants qui ont bloqué les examens, les enseignants du SAES qui dénoncent l'attribution d'attestations à des étudiants béninois. Toujours dans l'actualité sociale et sur le front syndical, ce mouvement d'humeur des travailleurs de l'hôpital de Richard Toll, les Blouses Blanches ont organisé un sit-in ce matin pour réclamer le paiement de leur dernier salaire et d'arriérés de primes de motivation. Les agents de l'établissement public de santé ont dénoncé par la même occasion les problèmes de fonctionnement et de gestion de l'hôpital. Reportage Mamadou Diagne.
L'hôpital de Richard Toll est dans l'agonie, arborant des brassards rouges sous le chaud soleil. Les blouses blanches ont assiégé la cour de la structure hospitalière et réclament le salaire du mois et les retards constatés sur les primes de motivation depuis des mois. Babacar Gaye, secrétaire général adjoint SUTSAS EPS Richard Toll. Depuis hier, nous observons un mode de sitting pour réclamer nos dus, c'est-à-dire les salaires. Jusqu'à présent, les salaires ne sont pas payés. Les motivations, on a réduit les motivations jusqu'à 10%. Jusqu'à présent, c'est pas payé. On avait un accord avec la direction qu'au plus tard le 20 de chaque mois, on doit payer les motivations à 10%. Même aussi les caisses de sécurité sociale, il nous doit presque 2 trimestres. Jusqu'à présent, l'hôpital n'a pas payé les salaires. C'est le mois de septembre jusqu'à présent, on n'a pas payé. Les primes de responsabilité et de logement, on nous doit presque 8 mois de primes de responsabilité et de salaire. Les primes de motivation, il nous doit presque 10 mois de primes de motivation. Autre problème soulevé par les agents, la pauvreté en approvisionnement en médicaments. La seule solution sera rabattre sur les pharmacies du coin, ce qui est anormal selon Babacar Gaye. Il y a 2 ans, le labo ne fonctionne pas à 100%, la pharmacie c'est pareil. Tous les patients achètent leurs médicaments à l'extérieur. Et même les analyses, ça se fait au niveau du clinique Gaye. Face au mutisme du directeur de l'hôpital, selon ces professionnels de la santé, celui-ci est absent des lieux depuis plus de 20 jours. Ces derniers comptent paralyser le système sanitaire dès aujourd'hui, et ce, avec la collaboration des médecins si toutefois la situation perdure. Mamadou Diagne, Richard Toll, Radio Futur Média. Restons dans le domaine de la santé pour faire un bilan à mi-parcours de la campagne de lutte contre le cancer du sein et accessoirement du col de l'utérus. Selon la Ligue sénégalaise contre le cancer, plus de 2000 consultations ont été réalisées à travers le pays. Au 5 octobre, la LISCA a enregistré 162 cas de masse, c'est-à-dire des tumeurs bénignes ou malignes. À Podor et Dagana, des cas avérés de cancer ont été décelés. Le point avec Nafissatou Silla. Jusqu'au 5 octobre, à Dakar, la LISCA a décelé 162 cas dans sa campagne de dépistage contre le cancer du sein sur 1135 consultations. Mais la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer nous confie que tous ne sont pas des cas avérés. Docteur Fatma Gonoun, présidente de la LISCA. 162 cas de masse décelés. Ça ne veut pas dire que les 162 sont des tumeurs malignes, mais il y a des tumeurs bénignes parmi ces 162 cas. Et donc, chaque fois que nous allons dans une zone, nous prévoyons de voir 10% de cas. Malheureusement, la LISCA, dans sa campagne de dépistage, s'est rendue à Touba, Podor et Dagana, et dans ces 2 dernières localités, quelques cas avérés de cancer du sein et du col de l'utérus ont été décelés. À Podor, nous avons examiné 308 femmes, à Dagana plus de 600 femmes. Et nous sommes allés à Touba, nous avons examiné plus de 400 femmes. Dans les régions à Podor et à Dagana, nous avons des cas de cancer avérés, surtout de cancer du col. Parce que quand nous allons dans ces zones-là, nous faisons l'examen du sein et le col, le dépistage du cancer du col. Et là, dans chaque zone, il y a eu un cas de cancer du col avéré avec des suspicions de nodules de masse au sein. La Ligue sénégalaise contre le cancer accompagne toutes ces femmes atteintes d'un cancer. Même si la chimiothérapie est aujourd'hui gratuite, l'organisation fait encore son plaidoyer sur la gratuité effective du traitement et son challenge, à part la prise en charge médicale, reste la mobilisation de fonds et la mise sur pied d'une maison de vie à Dakar pour accueillir les malades du cancer du sein qui viennent de l'intérieur du pays. D'ici l'implantation d'un centre d'oncologie. Il est 12h et bientôt 10 minutes. Autre aspect de l'actualité, le rappeur Malal Talla, dit fou malade du mouvement Y en a marre, prédit une situation pire que le 23 juin 2011 si le président Macky Sall cherche à briguer un 3e mandat. Il lui demande de trancher définitivement cette question pour mettre fin aux supputations. Malal Talla était l'invité de RFM Matin. Pour être clair et ferme par rapport à cette question, le président doit sortir pour se prononcer, pour dire effectivement cette question, elle est réglée de manière définitive pour clore le débat. C'est à lui de régler le problème, parce que quand même, pourquoi limoger Sori Kaba? Parce que tout simplement, il a dit
Macky entame son dernier mandat. Si vraiment les intentions sont bonnes et que le président ne souhaite pas faire un troisième mandat, il n'y a pas raison de le liquider. C'est toujours important qu'il rassure les Sénégalais. C'est toujours important qu'on l'entende. Parce que quand nous l'entendrons le dire, ça peut nous mettre effectivement en confiance en attendant de voir effectivement la suite. Les Sénégalais ne l'accepteront pas. Les Sénégalais vont rester mobilisés. Parce que quand même, on n'a pas envie d'être vu comme un pays qui recule démocratiquement. La bataille sera menée, ce sera une bataille qui sera menée et puis par tous les Sénégalais. Et qu'on ne soit pas là à dire oui, il y a des mouvements qui sont là, qui vont mener le combat. Ce sera un combat de tous les Sénégalais. Il faut refuser de déléguer ce combat-là parce que c'est un combat pour la dignité de tous les Sénégalais. Parlons maintenant du lancement lundi prochain des travaux du BRT, Bus Rapide Transit, un projet dont le coût est estimé à 296 milliards de francs CFA. Le BRT doit être mis en service en 2022 et donc apporter une solution aux difficultés du transport urbain à Dakar. Plus de détails sur le projet de transport collectif, Georges Déthié-Diop. Le BRT, le projet bus rapide sur voie réservée ou bus à haut niveau de service, c'est un système de transport collectif en site propre à l'image d'un tramway. Selon les études, il pourra transporter jusqu'à 3000 passagers par jour. Le BRT va traverser 14 communes sur un itinéraire de 18,3 km pour un temps de parcours de 45 minutes. Le BRT ira de la gare Petersen à la préfecture de Guédiawaye en passant par les allées Papa Gueye Fall, le boulevard Général de Gaulle, la place de l'Obélisque, Dial Diop, le collège Sacré-Cœur, Liberté 6, Grand Yoff, Parcelles Assainies, l'hôpital d'Al Diam. 23 points d'arrêt sont prévus dont 3 pôles d'échange à Guédiawaye, Grand Médine et Petersen. Le projet intègre une dimension environnementale avec des aménagements urbains tout le long du tracé. D'ailleurs, il a obtenu un certificat de conformité délivré par le ministère de l'Environnement plus de 3 mois avant son approbation par le conseil d'administration de la Banque mondiale. Le 25 mai 2017. Le BRT va fonctionner 7 jours sur 7 de 6h à 22h et sera mis en service en 2022. Le projet aura 144 bus articulés pouvant contenir 150 passagers chacun. Son coût global, 296 milliards de francs CFA. Il est financé par la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement. L'État du Sénégal a contribué à hauteur de 15 milliards de francs CFA. Et c'est le CETUD qui est désigné par l'État du Sénégal comme maître d'ouvrage du projet du BRT. Allons maintenant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. À quelques jours de la rentrée universitaire, le mouvement Carbone 14 invite les étudiants à préserver les fresques murales à l'honneur du professeur Cheikh Anta Diop qui a donné son nom à cet établissement, à cette institution. Ce dernier, qui est très méconnu de la part des étudiants, Carbone 14 fait de sa promotion, la promotion de sa production donc du professeur Cheikh Anta Diop son combat. Et Carbone 14 plaide pour l'insertion de cette production dans le curriculum universitaire. Koumba Sandiane Faye. Allez vous former et revenez me contredire. Mais que ça reste dans une objectivité scientifique et dans une neutralité axiologique. Je pèse bien mes mots. Halte à tout détracteur du professeur Cheikh Anta Diop, figure de la science et de la négritude. Salou Diop est le chargé de la communication du mouvement Carbone 14. Nous, on lance un message très clair et concis, que ça ne soit pas considéré aussi d'un côté comme de l'autre, que des gens, que des profondeurs, pour reprendre le propos d'un ami, tapis sur l'ombre, se permettent aujourd'hui de lancer des pics au professeur Cheikh Anta Diop. Nous, on dit non, qu'il valorise la critique. Le professeur méconnu des étudiants, le mouvement s'en désole et compte s'y mettre pour que Cheikh Anta Diop soit ancré dans le cœur de chaque étudiant. À travers sa production intellectuelle, celle-ci même doit être intégrée dans le programme universitaire. On organise aussi des expositions et des visites guidées où on va aujourd'hui, on va faire sortir plus ou moins la production intellectuelle de Cheikh Anta dans son laboratoire pour l'exposer au grand public, permettre à tout le monde de voir. Les étudiants, ils veulent savoir, mais ils n'ont pas cette curiosité d'esprit. Des fresques murales à l'honneur de Cheikh Anta campent le décor à l'entrée du campus universitaire. Le mouvement décortique le message. De l'autre côté, on a la couleur jaune qui veut dire que le fruit aujourd'hui est mûr. Un article, il y a la lettre et il y a l'esprit. Nous, on considère que depuis 1986, il y avait la lettre,
mais il n'y avait pas l'esprit de Cheikh Anta Diop. Alors les fresques murales sont un début. Le mouvement veut aussi que le 7 février, jour de commémoration du décès du professeur, soit considéré comme une date spéciale dans l'agenda universitaire. RFM, la radio autrement. L'axe Dakar-Moscou à la loupe des connaisseurs de l'ex-Union soviétique. Un nouvel allié pour diversifier les partenaires du Sénégal, mais des relations pas encore assez dynamiques pour remplacer ou concurrencer les relations traditionnelles France-Sénégal ou Sénégal-États-Unis. De l'avis de spécialistes, ce n'est d'ailleurs pas l'objectif du sommet Afrique-Russie à Sotchi, auquel prend part le président Macky Sall aujourd'hui et demain. Le dossier est présenté par Abdoulaye Cissé. Au centre du sommet de Sotchi, le Sénégal jouera sa partition. Le président Macky Sall a déjà exploré l'axe Dakar-Moscou à plusieurs reprises. Souley Anta Ndiaye est le chef du bureau économique de l'ambassade du Sénégal à Moscou. Le Sénégal est revenu en Russie en 2005. Le président Macky Sall lui-même a eu à séjourner à 2 reprises et qui sait que le Sénégal peut tirer beaucoup de sa coopération avec la Russie, notamment dans le domaine de l'exploitation du gaz et du pétrole, mais dans le domaine aussi de la science et de la formation des cadres sénégalais. Pas de quoi cependant perturber les relations traditionnelles. Ibrahim Hassen est un grand connaisseur de la Russie. Les échanges entre le Sénégal et la Russie sur le plan du commerce extérieur sont des échanges très faibles, donc il ne faut pas pour le moment concurrencer les échanges entre le Sénégal et la France ou entre le Sénégal et les États-Unis. Mais les perspectives que certainement Poutine va ouvrir permettront d'élargir et d'approfondir ces relations économiques. Pour Souley Anta Ndiaye, pas tant que cela, l'objectif étant juste de diversifier les partenariats. Nouer de bonnes relations économiques avec la Russie ne veut pas dire forcément avoir de mauvais rapports, alors remettre en cause notre partenariat traditionnel, la France, les États-Unis, le monde occidental. Une redynamisation passera plus par la coopération culturelle entre Moscou et Dakar. Ibrahim Hassen explique. Le centre culturel russe à Dakar qui va s'ouvrir d'ici la fin de l'année. Donc les relations culturelles ont repris sérieusement. Et avec l'arrivée de Poutine, les choses ont repris petit à petit. Et je vous dis, il y a beaucoup d'avancées au niveau culturel, mais pas autant au niveau économique. Après Sotchi, Dakar travaillera certainement à accueillir prochainement l'homme fort du Kremlin, ici à Dakar. RFM. L'actualité internationale. Sans transition, nous reparlerons tout à l'heure du sommet Russie-Afrique dans ce journal de l'international. Mais avant cela, Guinée-Bissau, l'ancien Premier ministre répond aux accusations de son successeur Binta Diallo. Oui, Souleymane, il s'appelle Umaro Sissoko Embalo, accusé de tentative de coup d'État. Il nie tout. L'ancien Premier ministre de la Guinée-Bissau a été accusé par l'actuel Premier ministre Aristide Gomes d'avoir voulu planifier un putsch, l'appel de Noah Mankali. En réaction aux accusations du chef du gouvernement Aristide Gomis, Oumar Sissoko Embalo a déclaré que l'enregistrement controversé est un montage probablement produit par les dirigeants du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert PAIGC dans le but de l'écarter de la course à l'élection présidentielle. Oumar Sissoko Embalo a souligné qu'ils ont essayé de nuire sa candidature, mais aussi ils ont éteint sa radio, saisi un camion avec du matériel électoral et maintenant ils proposent cette configuration pour l'empêcher de participer à l'élection présidentielle. Lundi soir, on le rappelle sur sa Facebook officielle, Aristide Gomis a annoncé qu'Oumar Sissoko Embalo, candidat soutenu par le mouvement pour l'alternance démocratique Madem Jekin, serait à l'origine d'une tentative de coup d'État qui devrait conduire à son arrestation et à d'autres membres du gouvernement. Gomis a déclaré que les preuves matérielles des préparations liées au crime sont conservées en toute sécurité pour pouvoir être affichées en temps voulu. Dans la publication, le chef du gouvernement, Aristide Gomis, a révélé également que l'auteur de ces actes est dûment identifié sans équivoque et il s'appelle Oumar Sissoko Embalo. Pourtant, en réaction à cette dénonciation d'Aristide Gomis, le coordinateur national du mouvement pour l'alternance démocratique Madem G15, Brahima Kamara, a condamné toute tentative visant à écarter l'état de droit en Guinée-Bissau. Noamen Kelly-Bissau,
RFM. Le ministre français des Affaires étrangères est au Cameroun pour une visite de 2 jours. C'est comme si le Cameroun était redevenu fréquentable depuis la libération de prison de l'opposant Maurice Kamto. Après la visite du président Paul Biya en France, il y a seulement quelques semaines, le ministre Jean-Yves Le Drian lui a emboîté le pas. Le chef de la diplomatie française est à Yaoundé pour 48 heures à partir de ce mercredi. Oumou Kalsoumli. La visite du ministre français des Affaires étrangères intervient après le tête-à-tête du 10 octobre entre le chef de l'État camerounais et son homologue français Emmanuel Macron à Lyon en marge de la conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida. Au-delà des aspects de coopération économique et de lutte contre le terrorisme, cette visite a une connotation très politique. En mai dernier, devant la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, le chef de la diplomatie française n'avait pas caché son inquiétude face à la dégradation de la situation dans les 2 régions anglophones. 5 mois sont passés, Yaoundé a organisé le grand dialogue national et l'opposant Maurice Kamto est sorti de prison. Une page se tourne et le ton change. Une source proche du gouvernement camerounais préfère de son côté insister plutôt sur la constance des relations entre les 2 pays. Ce n'est pas parce que le coq chante que le jour se lève, explique cette source. Autrement dit, il n'y a pas de lien de cause à effet entre la tenue du dialogue, la libération de l'opposant et cette accélération diplomatique. Jean-Yves Le Drian rencontrera-t-il Maurice Kamto? En tout cas, une rencontre est prévue avec les chefs des partis politiques, dont ceux de l'opposition. Nous reparlons du sommet Russie-Afrique. La Russie, point de ralliement des dirigeants africains. Pour les besoins du grand premier sommet Russie-Afrique à Sochi, il sera question à partir d'aujourd'hui de collaboration entre les pays africains et la Russie. C'est lors de la Coupe du monde de football en 2018 que le président Macky Sall avait été reçu par son homologue russe. Les 2 hommes avaient convenu d'un renforcement de la coopération économique entre Dakar et Moscou, surtout dans le domaine de la formation en gestion pétrolière et gazière. La Russie déjà présente dans quelques pays africains. Nous terminons par Londres où 39 corps sans vie ont été retrouvés dans un camion dans la nuit d'hier. Le chauffeur originaire d'Irlande du Nord, âgé de 25 ans, a été arrêté pour meurtre. Une annonce de la police britannique. Selon RFI, le camion venait de la Bulgarie et est entré en Angleterre le 19 octobre dernier. C'est tout, Souleymane, pour cette page internationale. Merci, Binta Diallo. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur la crise des mandats présidentiels en Afrique, nous en parlerons avec Pape Mamour Sy, constitutionnaliste enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Alioune Tine, fondateur du think tank Afrikajom Center. RFM Sport. Le journal des sports, d'abord du football, jouait la phase de groupe de la Ligue africaine des clubs champions. Génération Foot en fait son objectif face aux Amalek du Caire demain, cher Tidiane. Justement, Suleiman, c'est un objectif majeur pour le club de Denis Biramdao. Match prévu demain au Caire à partir de 16h. Il s'agit du match retour des préliminaires de la Ligue africaine des clubs champions. À l'aller à Thiès, Génération Foot avait dominé par 2-1 le club Carotte Sodakam. Tout est rentré dans l'ordre pour jouer cette manche retour entre Zamalek et Génération Foot, nous dit le directeur de la communication du club de Denis Biramdao. Talafal affirme que la CAF a respecté ses engagements. Et les garçons aujourd'hui se préparent, ils sont dans de bonnes conditions. Donc on a même reçu le commissaire du match hier accompagné d'un dirigeant du Zamalek. Donc aujourd'hui le moral est bon, le moral est au beau fixe comme on dit. On se prépare tout doucement à aller jouer ce match-là pour aller chercher une qualification. On sait tous que c'est sur le match, sur l'engagement, la détermination que va se jouer ce match-là. C'est sur des détails aussi. Bon, on essaye tant bien que mal de leur inculquer tout ça pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui, ils sont à un pas de marquer au moins l'histoire de Génération Foot. Revenu de la sélection locale, Hadim Diao, c'est ce qui l'attend pour ce match retour. L'arrière gauche de Génération Foot reste optimiste pour atteindre l'objectif assigné. Il nous faut un bon mental et une lucidité pour pouvoir s'en sortir.
sortir. On le sait, ce ne sera pas un match facile, mais si nous venons avec la même attitude que lors de la manche aller, on peut s'en sortir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est conscient que ce match-là ne sera pas facile face aux Zamalek d'Égypte. N'empêche, on se battra pour en tout cas se sortir d'affaire, puisque notre objectif principal est d'intégrer la phase de groupe de la Ligue des Champions. Après avoir remporté la manche aller à domicile par 2-1, Génération Foot veut créer l'exploit en terre égyptienne ce jeudi. Sodetiam, donc demain jeudi à partir de 16h. Le Classico FC Barcelone-Real Madrid, la date du 18 décembre retenue pour le match. Le 27 de ce mois était initialement prévu pour la confrontation, mais les violences en Catalogne avaient poussé les autorités à renvoyer le match. Suleiman. Les rencontres de la Ligue des Champions en Europe se poursuivent ce soir. Et des Sénégalais concernés, notamment Liverpool de Sadio Mané qui se déplace en Belgique pour y croiser le Racing de Genk à partir de 19h. À la même heure, son adversaire de poule, le Napoli de Kalidou Koulibaly, se déplace en Autriche. Ce sera face à l'ancien club de Sadio Mané. Il s'agit de Red Bull Salzbourg. Pour le groupe F, Inter de Milan accueilli de Borussia Dortmund. L'FC Barcelone de Moussa Wagué est en déplacement en République tchèque pour y croiser le Slavia Prague. Dans le groupe G, Leipzig accueille la formation du Zenit Saint-Pétersbourg, un match qui va démarrer un peu plus tôt à partir de 16h55. Dans le même groupe, mais cette fois-ci à 19h, Lyon se déplace en Portugal pour y jouer le Benfica de Lisbonne. Pour le groupe H, Aix-Amsterdam, Chelsea à partir de 16h55. Lille joue à domicile à partir de 19h contre la formation de Valence-Soleimane. Merci, cher Tidiane Diagne. Voilà. Une dernière information peut-être? Oui, peut-être le beach soccer. Le beach soccer, pour terminer avec ça, pour parler donc des quarts de finale du championnat qui vont démarrer cet après-midi. Nous en avons parlé dans nos éditions du matin. Certainement, dans l'après-midi, nous viendrons avec cette fois-ci des éléments sonores concernant, bien entendu, ce championnat de beach soccer à l'initiative d'Iloya Mediachita, qui est aussi le manager de l'équipe nationale de beach soccer qui se prépare pour les championnats du monde de la discipline. Bonjour. Bonjour, M. Nia. Nous sommes également en ligne avec M. Alioune Tine, fondateur du think tank Africa Jom. Bonjour, M. Tine. Bonjour. Alors, d'abord, Alioune Tine, nous avons noté une tendance dans la sous-région, à tout le moins, et même en dehors de la sous-région, en Afrique, voire en dehors du continent, une tendance à changer les termes de la Constitution, soit pour augmenter le nombre de mandats, le fameux troisième mandat en règle générale, ou pour changer la durée d'un mandat présidentiel, le plus souvent le prochain. Qu'est-ce qui explique cette évolution des choses sur notre continent, en particulier en Afrique de l'Ouest? Écoutez, c'est la fascination du pouvoir. La plupart du temps, c'est que les gens sont accros au pouvoir. Si on prend le Sénégal, par exemple, la limitation de mandat avait été instaurée dans les années 63. En 70, c'est-à-dire après un septennat, Senghor l'a changé. Donc, et puis, il est resté jusqu'en 1980. Et puis ensuite, Diouf l'a changé après les événements de 88-89 et le gouvernement d'union et le fameux consensus de 91. 98, à l'approche des élections de 2000, il le change. Il le fait sauter. Le président Wade arrive. Lui-même dit qu'il a verrouillé la Constitution, 2 mandats. 2011, il prépare une réforme effectivement pour se représenter. Et il fait effectivement le forcing, mais il a été arrêté par les électeurs. D'abord par les événements du 23 juin qui ont invalidé carrément l'Assemblée nationale de l'époque. Et puis, maintenant, ça revient. Moi, ce que je retiens aujourd'hui avec ce que le président a dit devant moi, qu'en réalité qu'il avait verrouillé, je pense qu'ils ont bien verrouillé avec l'article 27, et qu'il ne pourrait pas se représenter. Il l'a dit, c'est clair. Maintenant, on peut comprendre le souci du président de dire, écoutez, si j'ouvre la boîte de Pandore de succession, je vais avoir des difficultés avec mes gens. C'est un souci effectivement aussi qu'il faut prendre en compte. Maintenant, la méthode, comment régler ça? Est-ce que effectivement c'est avec, si vous voulez, la brutalité avec laquelle on a mis fin, surtout à la fonction de Sori Kaba, et puis sur la base également
demande, il faut bien le dire, de la perte de fatigue, ça pose peut-être des problèmes. Justement, ça nous permet d'introduire monsieur Pape Mamoursi sur la méthode. La méthode la plus connue, c'est justement cette ingénierie juridique qui permet de profiter un peu des zones grises de nos textes constitutionnels pour faire passer ces réformes controversées. Monsieur Sy, en tant que constitutionnaliste, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que les constitutionnalistes, les hommes de droit, sont les bras armés des politiques qui, justement, procèdent à ces réformes qui sont très impopulaires? Merci, Moussenia. Il me semble qu'il y a lieu peut-être de rappeler dans quel contexte ce genre de disposition a été donc inséré dans les chartes fondamentales en Afrique. Et dire effectivement que c'est à la lumière du processus de démocratisation opéré par la plupart des pays africains à partir des années 1990. C'était justement pour permettre à ces régimes, à la plupart de ces régimes africains, de connaître ce qu'on peut appeler de nos jours une respiration démocratique. Parce que longtemps, effectivement, la plupart de ces pays-là étaient caractérisés de démocratie avec une absence totale d'alternance. Alors que l'alternance est une donnée, quoi qu'on dise, fondamentale, donc de toute opération démocratique. Maintenant, malheureusement, on est quelque part, on le constate, rattrapé effectivement par l'euphorie du départ des années 1990. C'est donc à la lumière de pas mal de pays de la sous-région, nos dirigeants ont cette fâcheuse habitude de vouloir revenir effectivement sur une disposition constitutionnelle en profitant, bien entendu, du fait que ces dispositions-là, effectivement, sont susceptibles de mille et une interprétations et malheureusement, la plupart de ce que l'on appelle le juge constitutionnel, donc opère au niveau des juridictions constitutionnelles, ont tendance également à jouer le rôle effectivement du pouvoir et à opérer des interprétations qui font dans le sens effectivement de conforter effectivement les ambitions de nos dirigeants politiques. Effectivement, à défaut de soumettre ces questions à référendum ou à faire voter des lois à l'Assemblée nationale, les pouvoirs qui veulent perdurer utilisent soit le Conseil constitutionnel dans certains pays ou la Cour constitutionnelle dans d'autres. Et malheureusement, comme effectivement on a eu à le dire tantôt, ces juridictions constitutionnelles ne jouent pas donc le rôle qui est attendu d'elles et que donc celles-ci ont plutôt tendance à avaliser les interprétations tendancieuses faites de nos chartes fondamentales par donc nos propres dirigeants, parce qu'il faut effectivement ne pas être naïf. En tout cas, si l'on revisite le mode de désignation de ces juridictions constitutionnelles, la plupart de ces juges-là, excusez-moi de l'expression, sont à la solde, effectivement, de l'autorité qui a eu à les nommer. Mais monsieur Sy, de façon plus spécifique ici au Sénégal, quelles sont vos anticipations dans l'hypothèse du président Macky Sall qui souhaiterait avoir un troisième mandat, même s'il s'en défend aujourd'hui? Le silence de ses proches, ce débat qui ne dit pas son nom, nous pousse à envisager sérieusement cette hypothèse. Quelles sont vos anticipations? Comment pourrait-on, dans le contexte du Sénégal, faire accepter, par quelle voie passerait-on pour avoir un troisième mandat? Bon, là, quand même, il faut dire que le risque est quelque part réel, parce qu'au lendemain du référendum qui a été organisé ici, effectivement, en 2016, la plupart des juristes, effectivement, se sont élevés pour rappeler le précédent que le Sénégal a eu à vivre en 2012 ici. Et que donc, 2011 plutôt. En 2011. D'ailleurs, on avait proposé que nos dirigeants, pour mettre un terme à tout ce débat, effectivement, qu'ils acceptent simplement de prendre une brique de phrase pour dire que l'actuel mandat de 7 ans du président de la République sera comptabilisé dans le décompte final et que donc
Il n'y a pas de marge d'interprétation, ça au moins c'est très clair. Ça c'est très clair, mais malheureusement, on voit que depuis lors, nos dirigeants font la sourde oreille. Mais là, d'ailleurs, je me demande, est-ce qu'on peut s'en référer simplement à une déclaration de bonne foi du président de la République quand on sait qu'il y a malheureusement des précédents où donc la parole donnée n'a pas du tout été respectée. Aluntine, il y a eu une résistance très forte en 2011 et vous avez rappelé tout ce qui s'est passé lors des précédents régimes. Est-ce qu'on est en droit de s'attendre à la même résistance? C'est pas en droit. Est-ce qu'on peut envisager une même résistance, sinon une résistance plus forte, si le président Macky Sall devait être tenté par un troisième mandat? Est-ce qu'on a la même mobilisation, la même organisation de la société civile pour ce faire? Écoutez, ça, seule l'histoire peut le dire. Je ne peux pas me projeter immédiatement sur ça. Ce que je voudrais préciser, c'est qu'en fait, les interprétations consistant à dire que le président a la possibilité de faire un troisième mandat, ce sont des forcings sémantiques. Mais le texte, il est très clair. Nul ne peut faire vraiment 2 mandats successifs. C'est très clair. D'un. Et puis de 2, ce texte, ce paragraphe-là, c'est l'effet du 23 juin 2011. Et le 23 juin 2011, contre le troisième mandat, parmi les acteurs actifs, il y a le président actuel. Et il y a également son constitutionnaliste, avec qui j'ai discuté sur cette question à plusieurs reprises. Ismaël Madior Fall, pour le nommer. Mais bien sûr, Ismaël Madior, qu'on le veuille ou non, c'est un des meilleurs constitutionnalistes qu'il y a. Il sait ce qu'il a mis dedans. Et à l'époque, ça ne posait pas de problème. Et il me semble qu'il y a un excellent document que vient de sortir Ngoude Fall, c'est ça, hein, le professeur. Mais il faut le relire. C'est une excellente interprétation. L'impossibilité du troisième mandat, c'est très clair. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est ce que Habermas appelle l'agir communicationnel. Ça, c'est très important. Et également ce qu'on appelle la démocratie délibérative. Quand on est dans le cadre de la démocratie délibérative, on ne la ferme pas. Vous savez que quand vous essayez coûte que coûte de mettre, si vous voulez, le silence sur cette question, mais en réalité, vous allez développer la théorie du complot. Et vous allez développer la paranoïa, aussi bien parmi vous qu'ailleurs. Donc, ce qui est clair, il faut que le débat soit engagé sur le plan juridique. Et sur le plan juridique, ça se tient. Parce que la Constitution, ce n'est pas seulement ce qui est écrit dans le texte, c'est le récit national. Le 23 juin est un moment fondamental du récit national et de la rédaction de la Constitution sénégalaise. C'est pour ça que j'ai dit, dire tout simplement ou s'en tenir à la démocratie constitutionnelle et à la démocratie électorale, je pense que c'est les deux venins d'ailleurs de la démocratie de façon globale, ce que l'autre appelle les indéterminations de la démocratie. Donc, si vous voulez, les failles, les dysfonctionnements structurels, on est là-dedans. C'est ça qui fait que la démocratie représentative est malade partout. Tout à fait. Il faut repenser la démocratie africaine et il faut que les élites fassent preuve de mauvaise foi et soient au même niveau aujourd'hui que la culture démocratique des citoyens. Ce qu'on appelle la contre-démocratie, ça se développe beaucoup plus en Afrique aujourd'hui. Et quand on regarde les expériences, ce qui se passe en Algérie, ce qui s'est passé au Soudan, et ce qui se passe même aujourd'hui, une véritable révolution, on ne le regarde pas d'assez près en Tunisie, ça veut dire aujourd'hui que les expériences nouvelles qui se passent en Afrique, c'est intéressant. Regardez la Guinée. Aujourd'hui, quels sont ceux qui meurent tout simplement pour le respect de la démocratie? Ce sont les Africains. Ceux qui sont prêts à perdre leur liberté, c'est les Africains. Donc, il me semble que ce sont des leçons qu'il faut étudier de façon minutieuse. Merci beaucoup. Parce que même si vous verrouillez, la plupart des élites sont accros au pouvoir. Vous prenez par exemple le Niger de Mamadou Tandja avec la Tazartier. Mais écoutez, quand il a voulu faire le troisième mandat, ils avaient une bonne Assemblée nationale qui a dit au président, vous ne pouvez pas. Absolument. Il était majoritaire. Donc Merci. Les gens ont défendu l'intérêt général. Merci. La Cour constitutionnelle a dit aussi non. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dissous les deux chambres. Et il y a eu un coup d'État, absolument. Et il a été enlevé du pouvoir. Ce qu'il faut retenir,
c'est qu'en réalité, c'est un seuil critique pour la paix, la stabilité et la sécurité de l'État. Donc, il ne faut pas forcer le troisième mandat. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Alioune Tine, donc fondateur du think tank Africa Jom, et à Pape Mamoursi, constitutionnaliste, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop. Alioune Tine qui évoquait tout à l'heure le Niger, où s'est tenue il y a quelques jours une conférence internationale sur la limitation des mandats en présence d'anciens chefs d'État africains, dont Goodluck Jonathan ou Nicéphore Soglo, et tous ces présidents ont appelé leurs compères à respecter les termes de la Constitution en ce qui concerne la limitation des mandats, et cela fait l'objet d'une déclaration de Niamey, une réunion qui était organisée par le National Democratic Institute avec la Fondation Osiwa et la Fondation Kofi Annan. Un sujet qui reviendra certainement sur nos plateaux d'ici les prochaines semaines. C'est la fin de ce journal à 12h47. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer et à vous la présenter. À 13h, le journal en Wolof avec El Haj Hassan Gueye. D'ici là, allô président, c'est quelques messages commerciaux. Je vous souhaite une excellente après-midi, un bon appétit et une très bonne suite des programmes en notre compagnie. Au revoir.